enregistré. Très bien. Donc, Bedrat Hashem. Alors, on va essayer de faire aujourd'hui le Daf Lamedhe de Maseret Shabbat. Donc, Baruch Hashem, on a passé aujourd'hui un bon Yom Tov de Pessah dans des conditions particulières, mais Baruch Hashem, ça s'est bien passé. Donc, ce soir, Ayom Yom Echad La Omer. Vous n'avez pas oublié, j'espère. J'avais oublié, et quand j'ai fait l'Abdallah, je me suis rappelé. Yom Echad La Omer. Je n'ai pas oublié. Alors, après, c'est dur. Le premier jour, c'est dur de se rappeler. On se rappelle souvent à la synagogue, mais. Bon, alors voilà, donc Bedrat Hashem, on en est à Daf Lamedhe. On en était vers le début du Hamoud. Enfin, même on avait bien avancé dans le Hamoud. Chez moi, j'ai un petit point à Abaye, Chaziel et Rava. Alors, je vais remettre dans le contexte pour. Attends, tu vois où on était. Abaye, Chaziel et Rava, c'est à peu près. On avait fait la Kaveret. C'est le début du Hamoud. Parce qu'on avait démarré, parce que on avait continué, parce que c'était un enchaînement. Alors, je vais juste remettre dans le contexte pour qu'on. Ah oui, c'était ça y est. Amar. Abaye, Chaziel, les Rava, des Kadavé, les Maharav. Alors, je vais remettre dans le contexte, parce qu'il faut qu'on se rappelle de quoi on parle ici, quand même. Donc, on est dans le Inyan de Ben Hashmashot. Alors, c'est quoi le Inyan de Ben Hashmashot, comme on est en train de voir? On avait vu qu'il y avait une marque. Attends, t'es dans quoi? Rabba Chaziel Abaye ou Abaye Chaziel et Rabba? Abaye Chaziel et Rava d'abord, et puis après Abaye Chaziel et Abaye. Le premier alors. Pour l'instant, je suis dans. Abaye Chaziel et Rabba, Kadavé, les Maharav. Voilà, mais pour l'instant, je vais rappeler un petit peu le contexte. Je vais remettre dans le contexte. Donc, on avait parlé de Ben Hashmashot. D'ailleurs, en parlant de ça, hier, quand j'ai fait ma fila d'arbitre sur la Mir P7, j'ai vu le ciel rougeoyant. Ouais, tu vois. Et ben, tu vois, après, il est venu noir. Et ben là, maintenant, on va voir si tu as regardé du bon côté. Parce que toi, j'imagine que tu regardais du côté de Yerushalayim vers le Mizrach. Non, je regardais de l'autre côté. Ah, bon. Okay. Maharav. On va voir. Bon, j'étais assis de l'autre côté, donc c'était du côté Maharav que je l'ai vu rouge. Là, on va voir. Bon, en tout cas, maintenant, je remets juste dans le contexte. Alors, on avait vu concernant Ben Hashmashot. Donc, Ben Hashmashot, c'est la période donc, du passage du jour à la nuit. Donc, traduction littérale entre les soleils, ça veut dire entre le jour et la nuit, en réalité. Et donc, c'est une période, comme ce que la Gemara nous avait dit, qui est Safek Yom, Safek Laila. On ne sait pas exactement c'est à quel moment que le jour se termine et que la nuit démarre. Et on avait eu une marloquette Tanaïm entre Rabbi Yehuda, Rabbi Nechemia et Rabbi Yossi. Bon, Rabbi Nechemia, pour l'instant, on va le mettre de côté, lui disait que c'était Khatsi mille, un demi-mille. Donc, on avait dit que c'était à peu près 9 minutes, donc on verra ça à son avis juste après. Et on avait vu l'avis de Rabbi Yehuda, lui, qui disait que c'était depuis le moment où le soleil est un petit peu le ciel est un petit peu rougeâtre, d'accord. Et il a employé l'expression chez Pnei Mizrach Ma'adimim. Alors Pnei Mizrach, ça veut dire le Mizrach, ça veut dire l'est, d'accord. Or, on sait que le soleil il se couche à l'ouest, donc c'était pas très clair exactement ce que ça veut dire quand il te dit que l'est il est Ma'adim. Donc on va voir exactement ce qu'elle va nous expliquer. Donc ça, c'était l'avis de Rabbi Yehuda. L'avis de Rabbi aussi, c'était de dire que c'est Keref Aïn. Ça veut dire que le temps le passage du jour à la nuit, il prend un instant et on sait exactement ça à quel moment. Comme on va voir juste après que Rabbi aussi, c'est le Zman qui est après le Zman de Rabbi Yehuda. On va le voir dans les mois juste après. Et il y a aussi l'avis non, c'est tout. Ouais, c'est ça l'avis, Michila. Et on avait vu qu'il y avait une marloquette dans l'avis de Rabbi Yehuda. Est-ce que quand c'est rougeâtre, c'est déjà le début de Ben Hashmashot, ou alors c'est que le début de Ben Hashmashot, il commence quand le tarton, il commence déjà à être noir, d'accord. Et à savoir que la nuit, elle est quand le tarton, quand le hélion, c'est-à-dire que la partie haute du ciel, elle est complètement noire, donc c'est-à-dire que c'est complètement noir sur tout le ciel. Donc maintenant, la Gemara va nous raconter deux histoires enfin une même histoire qui a deux versions, avec Abaye et Rava. Première version, Abaye, Chaziel et Rava, des Kadavé les Maharav. Abaye, lui, il voyait Rava, donc Rava qui regardait Davé. Alors Davé, c'est quoi Davé? Davé, c'est qu'il regardait, il était Mabit, donc c'était Erev Shabbat. Hein. Et Rachid explique comme ça que c'était Erev Shabbat. Et il regardait vers le Maharav. Alors, Amarle lui a dit, mais comment tu regardes vers le Maharav? Pourtant, il y a marqué vers Tania. Le Ben Hashmashot, il commence. Kolzman, Chepne Mizrach Ma'adimin.
c'est quand la partie est, elle commence à devenir rougeâtre, que tu as commencé à être Ben Hashmashot. Donc, ce n'est pas la partie ouest qu'il faut regarder, c'est la partie est du ciel qu'il faut regarder. Amarlé lui a dit, mais attends, Misavrat, Pnei, Mizrach, Mamash, Lo, Pani, Mamad, Mimeta, Mizrach. Comment tu peux penser que c'est la partie est qu'il faut regarder alors qu'on sait très bien que le soleil il se couche à la partie ouest. Donc quand on parle de partie ouest, en réalité, c'est que la partie est, elle, excusez-moi, quand on parle de la partie Mizrach, donc la partie est, pourquoi on parle de la partie est? Parce que la partie est, elle est éclairée par l'ouest. Rachid donne, enfin, moi, va le dire juste après, mais c'est comme un petit peu quand tu vois, quand tu as une fenêtre et que tu as le soleil qui rentre dans une fenêtre, ben, le mur qui va être éclairé, c'est le mur opposé. D'accord? Donc, si la fenêtre elle est ouverte à l'est, par exemple, et ben, la partie qui va être éclairée, ça va être le mur ouest. Et si elle est ouverte à l'ouest, ben, la partie qui va être éclairée, c'est le mur est. Donc là, pareil, quand on te dit Pene Mizrach, en réalité, c'est la partie, le soleil vu qu'il se couche au Maharav, donc la partie qui devient rougeâtre en premier, c'est la partie Maharav, et c'est elle qui va donner des rayons qui vont aller vers le Mizrach et qui vont donner cet effet rougeâtre aussi sur le Maharav. Mais en réalité, la partie qu'il faut regarder, c'est le Maharav. D'accord? Et ce n'est pas le Mizrach. Donc là, c'est ce que nous dit Agma. Abaye Chazia le Rava les Kadave les Maharav. Amarle Vatania Kolman Shepne Mizrach Ma'adimin. Amarle Misavrat Pene Mizrach Mamash. Est-ce que tu crois que c'est vraiment la face du Mizrach? Lo Panim Ama'adimim et Mizrach. C'est la partie qui éclaire et qui rend rouge, qui donne un effet rouge sur le Mizrach. D'accord? Donc, vu que le soleil, lui, se couche au Maharav, donc les rayons de soleil rougeâtre, donc, qui sont vers la tombée de la nuit, eh ben, ils vont éclairer le Mizrach avec cet effet rougeâtre-là. Ça, c'est la première version de l'histoire. Ika de Amré, donc la première version de l'histoire, encore une fois, c'était que Abaye, il regardait du bon côté, et Rava lui a demandé, pourtant il y a marqué qu'il faut regarder au Mizrach, il lui a expliqué finalement à Abaye que non, c'est le Maharav en réalité, le côté qu'il faut regarder. Deuxième version, ça va revenir au même au final, c'était Rava Chaziel et Abaye, des Kadave les Mizrach. Donc encore une fois. C'était quoi l'histoire? C'était Abaye, la première version, c'était Abaye qui a vu Rava qui était en train de regarder du bon côté. Et Abaye, il s'étonnait et Rava lui a expliqué pourquoi il regardait du bon côté. Mais j'ai inversé les noms. Et maintenant, la deuxième version, Ikade Amré, Rava Chazier, les Abaye, des Kadave les Mizrach. Donc Rava, lui, il voyait que Abaye était en train de regarder du côté du Mizrach. Alors Rava, il lui dit, mais c'est pas le bon côté, le côté Mizrach, c'est pas de ce côté-là qu'il faut regarder. Amarlé lui a dit Misavrat Pene Mizrach Mamash, c'est pas le Mizrach qu'il faut regarder, c'est Panim Amadim, il met un Mizrach. C'est en réalité, quand il y a marqué dans la Braïta, le Mizrach il devient rouge, en réalité parce que le soleil s'est couché au Maharav, il va éclairer sur le Mizrach. Mais en réalité, la partie qu'il faut regarder et qu'il faut vérifier, c'est la partie Maharav. Donc il lui a dit mais Simaner Kafta. Et le Siman, pour que tu comprennes et pour que tu te souviennes de quel côté il faut regarder, imagine-toi comme une fenêtre. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc quand il y a une fenêtre, ben finalement, le mur qui est éclairé, c'est parce qu'il reçoit sa lumière du côté opposé. Donc, quand la fenêtre elle est d'un côté d'une maison, d'une pièce, par exemple, elle est du côté Maharav, et ben, le mur qui va être éclairé, c'est le mur Mizrach. Donc, donne-toi ce siman-là, le siman de Kafta. Kafta, ça veut dire fenêtre. Ok? Très bien. En fin de compte, les deux, ils reviennent au même. Mais ça revient exactement au même. Juste lâcher là, c'est est-ce que c'est Rava, il a regardé correctement et il a expliqué à Abaye pourquoi il a regardé comme ça, ou alors c'était au début Abaye qui regardait pas correctement et Rava qui l'a corrigé. Et ça revient au même. Attends. Au final, ça revient strictement au même. La première histoire, c'est Rava qui a regardé et Abaye, lui, il ne comprend pas pourquoi il regarde du côté du Maharav et il lui explique. Ah oui, d'accord, ça revient au même. Et deuxième histoire, c'est Abaye qui a regardé et il a regardé du côté Mizrach et Rava lui dit non, il ne faut pas regarder du côté Mizrach, il faut regarder du côté Maharav. Maintenant, la vie de Rabbi Nechemia. Alors, regardez ce qu'avec moi va nous dire. Rabbi Nechemia, Omer, Kede sheyalech Adam mishetishka achama chatzimil. C'est quoi le temps de Ben Hashmashon d'après Rabbi Nechemia? C'est le temps qu'une personne marche depuis la shkia, donc depuis le moment où le soleil, on va dire, le moment où le soleil il s'est couché et qu'on ne le voit plus, jusqu'à le temps de marcher un demi-mille. Et un demi-mille, c'était 9000, on avait dit. D'accord? Donc voilà, c'est ce qu'il avait dit Rabbi Nechemia. Maintenant, la Gemara va essayer d'analyser, elle va te dire Amar Rabbi Chanina, Arotse Leida Shiuro shel Rabbi Nechemia, celui qui veut vraiment savoir le shiur de Rabbi Nechemia,
comment il fait? Yaniach, alors la moi te donne un siman. Yaniach Chama Berosh Carmel. Alors vous savez c'est où le Hara Carmel? Le Hara Carmel, vous connaissez? C'est à côté de Haïfa. D'accord? C'est à côté de Haïfa. Donc, alors, Yaniach Chama Berosh Hara Carmel. Il laisse le soleil au moment où le soleil il est au-dessus du Hara Carmel. Donc, quand le soleil est en train de se coucher, au moment où il est au-dessus du Hara Carmel, bah, hop là, top chrono. Et il marche jusqu'à la mer. Donc, du Hara Carmel, il descend la montagne et il va jusqu'à la mer. Veillez raid, veillez bayam, il se trompe dans la mer. Et donc, vu qu'il est. Alors là, je vais vous donner au chat de Rashi selon le pirouge du Maharal pour mieux comprendre, parce que parfois tu poses des questions, on ne va pas rentrer dans ça. Mais en tout cas, le temps de descendre dans la mer, de se tremper. Donc, il fait encore jour, parce que disons, prenons l'exemple d'un Cohen. Un Cohen qui doit se tremper avant la tombée de la nuit. Donc, il fait encore jour. Il se trempe, il fait encore jour, et quand il va remonter, ce sera la nuit. D'accord? C'est-à-dire que quand il va se tremper, ça n'aura pas encore commencé Ben Hashmashot. Et le temps de remonter le chemin du retour, en réalité, c'est ça la nuit. Donc, le calcul pour savoir exactement c'est quoi le temps de Ben Hashmashot de Rabbi Nechemia, tu démarres quand tu es au-dessus de la montagne. Donc, quand le soleil il est au-dessus de la montagne, tu démarres, tu descends jusqu'à la mer, tu te trempes dans la mer, donc comme si tu te trempais dans le milieu, et après tu remontes, et quand tu remontes, voilà, tu as terminé le Zman de Rabbi Nechemia. C'est ça le Zman de Rabbi Nechemia. Voilà, ça j'ai dit un petit peu le chat de Rashi selon le Maharal pour essayer de répondre à la question de Tosfot. Parce qu'en réalité, si on lit le Rashi Kipshuto, il y a des problèmes quand ce que Tosfot se remarque. En tout cas, la Gemara elle continue et elle nous dit que Zeu Shirosh Rabbi Nechemia. Amar Rabbi Chia arotze lirot be'era shel Miriam. Celui qui veut voir le BR de Myriam. Donc dans le désert, on sait que dans le désert, jusqu'à la mort de Myriam, il y avait le BR qui accompagnait les Bnei Israël, qui était à chacune des Massaot, à chacun des voyages, chacun des campements des Bnei Israël. Tout le temps, pendant tout le voyage, il y avait le BR de Myriam qui était avec eux, qui les abreuvait. Alors celui qui veut voir le BR de Myriam, il y a allé les roches Hara Carmel, il va monter sur le Hara Carmel, et qui regarde au loin, donc dans la mer, il verra au loin. Il verra un genre de tamis, un genre de plateau rond. Kvara, en fait, c'est un genre de plateau qui est comme un tamis. Alors, c'était l'endroit où on triait le blé des saletés. Donc, il verra comme une genre de kvara, donc c'est un genre de kéli rond. Donc, et c'est ça le béar de Myriam. C'est ça le béar de Myriam. Alors là, il y a une grande question sur ça, parce qu'en réalité, vu qu'on sait que géographiquement parlant, le Hara Carmel, il se situe où? Il se situe à l'ouest d'Eretz Israël. Le Hara Carmel, il est plus vers l'ouest, vers le Maharab. Il est vers la mer, vers la mer Méditerranée. Donc si le Hara Carmel est vers la mer Méditerranée, et que la mer qu'on voit depuis le Hara Carmel, c'est la mer Méditerranée, c'est pas une autre mer. Donc ça voudrait dire que le Béar de Myriam, il se trouve dans la mer Méditerranée. Or, il y a un Yerushalmi qui dit, c'est comme ça qu'on a Rashi rapporte dans le Chumash, que le Béar de Myriam, il est où? Il est dans le lac de Tveria, au milieu du lac de Tveria. Il y a même une histoire avec Rabbi Chaim Vital et le Harizal, qu'une fois ils étaient au milieu du lac de Tveria, il lui a donné à boire, il a dit voilà, je te donne à boire de l'eau du Béar de Myriam. C'est-à-dire qu'en réalité, le Béar de Myriam, il est, d'après un Yerushalmi, d'après Rashi, comme c'est dans le Chumash, il est dans le lac de Tveria. Donc c'est un petit peu difficile à comprendre comment du Hara Carmel tu peux arriver à voir jusqu'au lac de Tveria, sachant que le lac de Tveria, il est au Mizrach, il est à l'est complètement d'Eretz Israël. Donc c'est possible que si jamais tu montes très haut, tu peux voir. Il y en a qui expliquent que Yitzpé, c'est-à-dire que tu vois au loin. Mais bon, il y a un Rishon qui s'appelle Kaftor Vaferach, qui a écrit un sefer qui s'appelle Kaftor Vaferach, et c'est un sefer de Halachot, Mamash de Halachot, c'est un Rishon, hein, c'est pas... Et c'est un petit peu de la géographie d'Eretz Israël. Et il a expliqué là-bas toute la géographie d'Eretz Israël et il rentre dans cette histoire-là. Il dit que cette Gemara-là, elle n'est pas mystadère avec le Midrash que Rashi rapporte sur le Chumash. D'après cette Gemara-là, ce n'est pas possible de dire que le Béar de Myriam, il était dans le lac de Tveria. Le Béar de Myriam, d'après ça, il est dans le Yam mer Méditerranée. En tout cas, l'Agma nous dit Amarav Ma'ayan Amital Tel Taor. Si jamais il y a une source qui se déplace, qui est portatif, en réalité, ça n'existe pas. Rachid dit que ça n'existe pas. Un truc pareil, c'est seulement le Béar de Myriam qui est le seul puits portatif. Alors là, Taor, c'est Taor. Alors, ça veut dire quoi que c'est Taor? Ça veut dire que d'un côté,
lui-même, ce n'est pas comme de l'eau qui est placée dans une bassine, qui pourrait recevoir la touma si jamais il y a un homme qui venait à le toucher alors que l'homme est tamé. Et d'autre côté, c'est que lui-même, il peut être métaère les choses autant qu'un Marianne. Donc en tout cas, nous dit la Gemara, Marianne mitaltel taor, zeu beira shel Miriam. Ça, c'est le puits de Myriam. Très bien. Donc c'était le seul cas de Marianne mitaltel, c'est le beira de Myriam. Donc ça n'existe pas un truc comme ça. La Gemara nous raconte, elle continue. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, ben hashmashot de Rabbi Yehuda. Le ben hashmashot de Rabbi Yehuda, nous dit la Gemara, Kohanim tovlim bo. Les Kohanim, ils peuvent se tremper dans le ben hashmashot de Rabbi Yehuda. Alors, c'est quoi cette histoire-là? La Gemara va tout expliquer, mais en tout cas, normalement, les Kohanim, ils peuvent se tremper. C'est quoi l'histoire des Kohanim? Comme on a vu dans le tout début de Brachot, les Kohanim, eux, ils peuvent manger la trouma à partir de Tzedek Kochavim. Mais pour pouvoir avoir mangé la trouma à Tzedek Kochavim, il faut qu'ils se soient trempés bayom. Ils se trempent dans la journée, et après, quand arrive la nuit, ils peuvent manger leur terouma à partir de Tzedek Kochavim. Maintenant, la Gemara va essayer de comprendre. D'après qui tu peux te tremper dans le Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda? Pas d'après Rabbi Yehuda, parce que d'après Rabbi Yehuda, c'est un safek. La Gemara va expliquer tout de suite. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda, Kohanim tovlin bo. Les Kohanim peuvent se tremper dans le Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda. La Gemara elle se pose la question, les man, d'après qui tu me parles? Il est mal et Rabbi Yehuda. Si tu me parles d'après Rabbi Yehuda, la Gemara dit non, c'est pas possible. C'est Kahou, c'est un safek. Et donc, vu que c'est un safek, le Kohen ne peut pas se tremper à ce moment-là. Le Kohen, il faut qu'il se trempe à un moment qui est Vadaï, à un moment qui est Vadaï Yom. D'accord? Et là, Ben Hashmashot des Rabbi Yehuda, les Rabbi Yossi. Le Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda pour Rabbi Yossi, selon Rabbi Yossi, ce Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda, c'est encore le jour complet. Et c'est comme ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que d'après Rabbi Yossi, lui qui dit que le Ben Hashmashot, il est Ke'erefaïn, et ben en réalité, d'après lui, son Ben Hashmashot, il démarre après que le Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda se soit terminé. C'est ce que je dis avec moi. Et la Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda, les Rabbi Yossi, Kohanim Tovlim Bo. D'après Rabbi Yossi, les Kohanim peuvent se tremper dans le Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda. Donc, moi, dit c'est pas shoot. Pas shoot. Et moi, dit non, Maoud était ma, qu'est-ce que tu aurais pu croire? Que le Ben Hashmashot des Rabbi Yossi, Mishar, Shayar, Bédé Rabbi Yehuda, tu aurais peut-être pu croire qu'en réalité, le Ben Hashmashot de Rabbi Yossi, c'est vrai qu'il est à la fin, il est après, il est plus tard que celui de Rabbi Yehuda, mais il est à la fin de celui de Rabbi Yehuda. Ça veut dire qu'en réalité, que le Zman de Ben Hashmashot de Rabbi Yossi démarre à la dernière seconde, par exemple, du Zman de Rabbi Yehuda. Kamash Malan, il vient te dire ici, Rav Yehuda dans Shmuel, que le Zman de Rabbi Yossi, il est complètement légamré après le Zman de Rabbi Yehuda. Donc c'est pour ça que d'après lui, le Zman de Rabbi Yehuda, un Kohen, il peut se tromper sans aucun problème. Kamash Malan, les Shalim Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda, tu termines le Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda, Ve'adar Matri Ben Hashmashot de Rabbi Yossi, et après tu commences le Ben Hashmashot de Rabbi Yossi. Nous dit la Gemara, Amar Rabba Barbar Chana, Amar Rabbi Yochanan, Alacha ki Rabbi Yehuda l'Inyan Shabbat, Ve'alacha ki Rabbi Yossi l'Inyan Teruma. La Gemara nous dit qu'on est marmire. Dans tous les cas, Ben Hashmashot, on a vu qu'il y a plusieurs avis de Ben Hashmashot, Rabbi Yehuda, Rabbi Nechemia et Rabbi Yossi. Là, l'alacha concernant Shabbat, pour faire rentrer le Shabbat, elle est qu'on est marmire comme Rabbi Yehuda. Et on commence le Ben Hashmashot plus tôt. Je n'entends plus rien. Tu m'entends pas? Tu m'entends? Moi, je t'entends. Ok. Tu m'entends, cher? Cher. Bon. En tout cas, Je me suis fait éjecter. Je sais pas pourquoi. ok. Bon, alors l'Agmara, elle continue. Donc, ce que j'ai dit là, c'est que la halacha, elle est comme Rabbi Yehuda concernant Shabbat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concernant Shabbat, pour Ilchot Shabbat, on fait rentrer le Shabbat, la Khumra, comme Rabbi Yehuda. Ça veut dire plutôt que d'après Rabbi aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est au moment de la Shkia Tachama. Donc, là, il y a un Tosfot, mais ça, c'était sur qu'on avait déjà étudié hier, mais un Tosfot, le Tosfot du Matril très tilté, là-bas, c'est ce Tosfot-là qui rapporte l'avis de Rabbeinu Tam concernant le début de Ben Hashmashot. Et Rabbeinu Tam, lui, considère que Ben Hashmashot, il démarre bien après la Shkia. Nous, on a l'habitude de considérer que la Khumpa, d'ailleurs, que Ben Hashmashot, il démarre à partir du moment où le soleil il s'est couché et donc on ne le voit plus. Rabbeinu Tam, lui, considère que le soleil, quand le soleil se couche, ce n'est pas encore ça du tout le début de Ben Hashmashot. Ben Hashmashot,
il continue jusqu'à ce que le soleil se couche dans le rakia qui est encore plus invisible, c'est-à-dire que tu ne le vois pas, il est déjà couché plus longtemps à tes yeux, mais beaucoup plus tard, 3000 et demi après, et ben c'est à ce moment-là que le Ben Hashmashot commence. 3000 et quart après, excusez-moi, c'est à ce moment-là que le Ben Hashmashot commence. Donc d'après Rabbeinu Tam, le Ben Hashmashot commence bien après le Zman de Ben Hashmashot de Ashkia, comme on a l'habitude nous. Donc, en tout cas, nous dit la Gemara que la halacha, elle est comme Rabbi Yehuda concernant Shabbat, et la halacha, elle est comme Rabbi Yossi concernant la terouma. Alors, ça veut dire quoi concernant la terouma? Parce que la terouma, comme on a dit, le Kohen, pour qu'il puisse manger sa terouma, il faut qu'il attende cet akochavim. Donc, on est mahmir d'attendre l'avis de Rabbi Yossi. Donc, Rabbi Yossi, en réalité, c'est pas beaucoup, comme on avait dit juste avant. Rabbi Yossi, c'est Kerefaïn. C'est-à-dire, c'est pratiquement rien, c'est un tout petit laps de temps. Mais on attend l'avis de Rabbi Yossi concernant la terouma. Ragma va expliquer, en tout cas, ce que je viens de dire, là, elle va l'expliquer. Bishlama alacha ki Rabbi Yehuda. Je comprends bien quand tu me dis que l'alacha est comme Rabbi Yehuda l'Inyan Shabbat. Quand tu me dis que l'alacha est comme Rabbi Yehuda l'Inyan Shabbat, je comprends bien, c'est la chouma. Donc voilà, donc là on a repris, on est en train de nous dire que l'halakha est comme Rabbi Yehuda l'Inyan Shabbat et comme Rabbi Yossi l'Inyan Terouma. Donc Bishlama, quand tu me dis que l'halakha est comme Rabbi Yehuda l'Inyan Shabbat, je comprends bien, c'est une chouma que tu me dis que je commence le Ben Hashmashot et donc le moment auquel je ferai rentrer Shabbat, il va commencer depuis le début de la Shkia. Ava l'Inyan Terouma, quand tu me dis l'Inyan Terouma, Maïhi, c'est quoi la chouma de faire comme Rabbi Yossi? Alors moi je vais l'expliquer, mais en tout cas, elle m'a dit il est malétvila. Si tu me dis que c'est par rapport au migvé et que le migvé doit se faire quand c'est la journée entièrement, alors au contraire, si tu veux être marmir, sois marmir comme Rabbi Yehuda. Au contraire, donc si tu es marmir, il faut être marmir comme Rabbi Yehuda. Alors, la sfekaou, c'est un sfeka, et donc normalement tu devrais être marmir comme Rabbi Yehuda. Et là, la achila terouma, la Gemara dit concernant la consommation de la terouma, parce que la consommation de la terouma, elle doit être faite seulement la nuit. Il faut se tremper dans la journée. Et après, on attend que la nuit, que le soleil se couche et qu'il y ait cet akochavim. Et donc, à partir de cet akochavim, comme on a vu dans le début de Brachot, Misha Shakwanim Yonasimichol Bitrumatan, cet akochavim, la sortie des étoiles, c'est le moment où les Kohanim ils rentrent manger leur terouma. Et donc là, on attend le Zman de Rabbi Yossi la Chouma. Et donc, en réalité, ce n'est pas beaucoup, puisque c'est Kerefaïn. Donc, c'est un petit laps de temps après la vie de Rabbi Yehuda. Donc, et là, la Chilat Terouma, dès lors que les Kohanim Terouma, a des Shalim Ben Hashmashot de Rabbi Yossi. Pour pouvoir manger de la terouma, il faudra que le Zman de Rabbi Yossi se termine. Nous dit Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Kochav Echad Yom. Une étoile, c'est encore le jour. C'est-à-dire que si jamais tu lèves tes yeux et tu vois dans le ciel qu'il y a une seule étoile, tu en cherches, tu n'en trouves pas d'autre, c'est que c'est encore jour. C'est-à-dire que le Ben Hashmashot, il n'a même pas encore commencé. Shnaim Ben Hashmashot. Donc c'est très dur, c'est très vicieux de se baser sur ça parce qu'en réalité, tu n'es jamais sûr de tout avoir bien scruté le ciel. Même si c'est vrai que normalement, on dit que les étoiles, ça fait référence aux étoiles qu'on voit facilement, mais tu n'es jamais sûr. Donc, c'est très dur de se baser sur ça. Mais en tout cas, 2 étoiles, c'est Ben Hashmashot et 3 étoiles, c'est la nuit. 3 étoiles, c'est la nuit. Kochav Echad, donc c'est d'où l'expression on attend les 3 étoiles. Kochav Echad Yom, Shnaim Ben Hashmashot, Shlosha Laila. Tanyanami Achi, aussi une braïta qui dit la même chose. Kochav Echad Yom, Shnaim Ben Hashmashot, Shlosha Laila. Amar Rabbi Yossi te dit que c'est Rabbi Yossi Bar Abin, c'est pas le Rabbi Yossi qui a parlé juste avant. Amar Rabbi Yossi, le Bar, il rajoute Bar Abin. Lo Kochavim Gdolim Anirim Bayom. Quand on parle de ces Kochavim-là, on ne parle pas des grandes étoiles, celles que tu vois facilement même en plein jour. Velo Kochavim Ktanim chez Enirim et la Balayla, et pas les toutes minuscules étoiles que tu vois que quand c'est la nuit sombre. Et là, Benoïm, on parle d'étoiles moyennes. Les étoiles moyennes, celles-là, effectivement, et ben, c'est ça sur lesquelles on se réfère pour dire que jour, nuit, et Ben Hashmashot. Amar Rabbi Yossi Bar Zvida nous dit Aose Melacha Beshne Ben Hashmashot Chayav Chatat Mimanafshar. Celui qui fait une Melacha, normalement, une personne qui fait une Melacha pendant Ben Hashmashot, a priori, Ben Hashmashot, vu que c'est un Zman, ça fait Yom, ça fait Laila. Donc, maximum, c'est quoi? C'est Hacham Taloui. Il n'est pas Chayav Karet, c'est Hacham Taloui, parce qu'il y a un doute s'il a vraiment transgressé Shabbat ou pas. Puisque ce Zman-là, c'est Safek Yom, Safek Laila, donc il n'est pas sûr d'avoir transgressé Shabbat. Par contre, si le type il fait une Melacha, le Ben Hashmashot à l'entrée de Shabbat, et il fait une Melacha, tout le Ben Hashmashot à la sortie de Shabbat.
Donc, quoi qu'il arrive, il a porté un corban khatat. Parce que quoi qu'il arrive, ce que tu lui dises que cette partie-là, c'est le jour, et ben finalement, moi, c'est Shabbat, ça voudrait dire qu'il a transgressé Shabbat. Si tu dis que c'est nuit, ben moi, c'est Shabbat, à l'entrée de Shabbat, il a transgressé Shabbat. Donc, c'est ce que nous dit la Gemara, qu'une personne qui a fait une melacha bishne ben hashmashot chayav khatat miman afshar. Miman afshar, ça veut dire que quoi qu'il arrive, que tu considères ça comme jour ou comme nuit, et ben ça sera chayav khatat, parce que en fonction aussi, si tu considères le ben hashmashot comme le jour, ben, ça voudra dire que ce qu'il a fait Motsei Shabbat, ben, ça s'appelle qu'il a fait pendant Shabbat. Et si tu considéreras comme la nuit, et ben ce qu'il a fait Motsei Shabbat, certes, c'est rien du tout, mais ce qu'il a fait entre Shabbat, c'est un issou. Nous dit la Gemara, Amarle Rava le Shama'e. Rava, il a dit à son Shamash, Atun, Delo Kim Lechu Beshiura de Rabanan. Vous qui n'êtes pas Bekim, qui n'êtes pas des experts pour savoir exactement quand est-ce que c'est ce shiur de Ben Hashmashot des Chachamim, je vais vous donner un siman. Je vais vous donner un moyen de savoir quand est-ce que c'est Ben Hashmashot. Alors, quand est-ce que vous allez pouvoir allumer les nérotes, que ça n'a pas encore commencé Ben Hashmashot. Alors, lui dit, Adeshim Sha'aresh Dikle, lorsque le soleil, il est encore au-dessus d'un palmier, donc tu vois que ton horizon est un palmier, le soleil il est encore au-dessus du palmier, donc c'est quelques minutes avant le coucher du soleil, Itlush Raga, allumer les nérotes. Allumer les nérotes, ça veut dire que là, tu es sûr que c'est bon et que tu auras le temps d'allumer tes nérotes, même si tu allumes 7 nérotes, comme ils font déjà bien, et ben, tu auras le temps d'allumer tes 7 nérotes si tu as commencé au moment où le soleil il était encore au-dessus du palmier. Maintenant, la Gemara dit, mais Beyama Meunan Mai, comment ça se passe quand c'est un jour qui est nuageux, qui est ombrageux, et on voit ombragé, on ne voit pas du tout le soleil. Comment on fait pour savoir quand est-ce qu'on peut allumer les nérotes? Alors, on lui a dit, Bemata, quand c'est en ville, Chazé Tarnegola. Regarde le Tarnegol. Alors, il explique, Rashi, il explique Nenfarshim, qu'en réalité, les Tarnegolim, normalement, même s'ils courent toute la journée, ils sont en train de marcher et courir, mais quand ça arrive au coucher du soleil, ils sont posés à un endroit et ils sont yoshvim à la cour, tu dirais. Ils sont assis sur des poutres. Et donc, ça veut dire que le soleil va commencer à se coucher. C'est pour ça que les Tarnegolim sont arrêtés. Pareil aussi, les corbeaux dans les champs, parce que moi, dit Bedabra dans les champs, Aourvé, c'est les corbeaux qui sont justement ce signe-là. C'est-à-dire que même si les corbeaux ils volent toute la journée, ils sont en train de voler à droite à gauche, mais dès que ça arrive au coucher du soleil, ils sont posés. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il faut allumer les nérotes. Maintenant, la Gemara te dit Inami Adane. Regarde les Adane. Alors, c'est quoi les Adane? Rachid dit que c'est une espèce de plante qui, en réalité, est tournée vers le soleil. C'est-à-dire que si jamais c'est le début de la journée, il s'est tourné vers l'est. Et si jamais c'est la fin de la journée, c'est tourné vers le Maharav. Et donc, Pratiyayom, c'est au milieu. Et le soir, c'est vers le Maharav. Et dès que c'est très penché vers le Maharav, ça veut dire que c'est le coucher du soleil, base-toi sur ça. Il y en a qui expliquent qu'en réalité, c'est pas. Alors, je ne sais pas si c'est forcément d'accord avec Rashi ou si c'est pour expliquer Rashi, qu'en réalité, il y a des plantes qui sont ouvertes, qui sont fermées la nuit et qui sont ouvertes le jour. Je ne sais pas comment on appelle cette plante-là, mais donc cette plante-là qui se ferme, qui est ouverte le jour, dès que le soleil se couche, elle se ferme doucement, doucement. Et tant qu'elle est encore un petit peu ouverte, ça veut dire que c'est encore le jour et tu peux allumer les nérotes de Shabbat. Très bien. Maintenant, la Gemara, elle va nous expliquer maintenant comment ça se passait dans les villes à l'époque. Maintenant aussi, on a un petit peu ça avec la sonnerie de Shabbat. Comment ça se passait à l'époque, les sonneries que À Djerba, ils font encore avec le chauffard. Il faut voir avec le chauffard. C'est le rave qui monte sur le plus haute bâtisse et il sonne le chauffard. Voilà, on va voir là comment ils faisaient à l'époque dans les villes pour Ils font la même chose. Pour annoncer les. Ils font les chèches kiosques, ils les font les 6 et tout. Aussi pareil. Je crois qu'ils font 2 ou 3 chèches. Parce que le process, là, tu vas voir que c'est vraiment. Il y a des horaires bien précis. Ça commence depuis Minchak Dola, même il y en a qui expliquent. Donc, regarde ce qu'a dit la Braïta, Tanoura Banan. Chèche kiot tok'im erev Shabbat. Il y a 6 sonneries qui sont faites. Alors, la sonnerie, on appelle ça kiot, mais kiot, ça veut dire sonnerie. Mais ça inclut aussi, comme ce que Rachid dit, ça inclut aussi les terroirs. On va voir dans la fin qu'à la fin, on terminait avec une terroir aussi, d'après comme Kosselman va expliquer dans la Braïta. Donc, il y a 6 sonneries de chauffard qui sont faites Erev Shabbat. Alors, à quoi elles servent ces 6 sonneries? Rishona, Lehavti, Leta'am, Mimelacha, Shebasadot.
Première sonnerie, on la faisait assez tôt dans l'après-midi. Donc, il y en a qui disent que c'est depuis le Chagzoa, donc une demi-heure après Khatsot. C'est pour que les gens qui travaillent dans les champs arrêtent de travailler et qu'ils commencent à rentrer en ville. Shnia, Lehavtil, Aïr, il y en a qui disent que c'est la deuxième, c'est que c'est pour que ceux qui sont dans la ville arrêtent de travailler. Il y en a qui disent que c'est ceux qui font du Massa ou Matan, pas des travaux en atelier, parce que ça aussi, il faut arrêter bien avant, comme les gens qui travaillent dans les champs. Mais en tout cas, ceux qui font du business, eux, ils arrêtent de travailler à la deuxième sonnerie. Lehavtil, Ir et Chanouyot. Shlishit, la troisième sonnerie, c'est pourquoi Léadlik et Taner d'Ivri Rabbi Nathan. D'après Rabbi Nathan, la troisième sonnerie, c'est pour dire que voilà, on a commencé à allumer les nérotes. Donc, dès qu'il y avait la troisième sonnerie, on allumait les nérotes. Il ne fallait pas très entraîner juste après ça. C'est à ce moment-là qu'il faut allumer les nérotes. Et quand on dit d'allumer les nérotes, alors il y a une marloquette dans les Rishonim, Bémet. Ici, il y a un Mordechai qui est très important sur les Ichot de la 4 nérotes et qui rapporte une marloquette dans les Rishonim. Est-ce que Bémet, la 4 nérotes, forcément, elle entraîne la Kabbalah de Shabbat? Alors nous, on a l'habitude de dire que oui, forcément, que la femme, elle allume les nérotes, en fait, c'est Shabbat. Mais c'est pas si pachout que ça. Alors, c'est pas si pachout que ça que la 4 nérotes, c'est systématique avec l'entrée de Shabbat. Alors, il y a la Kabbalah de Shabbat, d'être Kabbalah Shabbat à l'Atzmo, certes. Maintenant, nous, de nos jours, on a l'habitude que quand la femme elle allume les nérotes, tant qu'elle n'a pas fait un tnaï explicite, c'est implicite qu'elle reçoit le Shabbat. C'est comme si elle a fait une Kabbalah de Shabbat. Mais ce n'était pas si pachout que ça. En tout cas, ici, on nous dit, dès qu'il y a la troisième sonnerie, on allume les nérotes. On allume les nérotes de Shabbat. Divrei Rabbi Nathan, Rabbi Yehuda Anassi Omer, Shlishit lachalos tfilin. Rabbi Yehuda Anassi lui te dit que non, la troisième sonnerie, c'est pas le moment où on allume les nérotes de Shabbat, c'est le moment où on enlève les tfilin. C'est le moment où on enlève les tfilin, c'est-à-dire qu'en réalité, les gens ils étaient avec les tfilin pendant toute la journée, d'accord? Et ils étaient avec les tfilin toute la journée, et à l'entrée de Shabbat, on sait que Shabbat, normalement, on ne doit pas porter les tefilin. Donc, Shabbat, c'est l'avènement de tefilin. Donc, ils doivent enlever leurs tefilin à l'entrée de Shabbat. Donc, la troisième sonnerie, d'après Rabbi Yehuda Anassi, c'était pour enlever les tefilin. Et la quatrième sonnerie, comme ça, il explique Rashi Tosfot, que la quatrième sonnerie, c'était ça pour la 4 nérotes. Alors, il explique on va voir, parce qu'en fait, finalement, on va voir que la quatrième, cinquième, sixième, elles étaient faites d'affilée. Donc, il y en a qui expliquent que quand la quatrième sonnerie, à l'approche de la quatrième sonnerie, c'était au moment où on devait allumer les nérotes. Ça veut dire que ce n'est pas au début de la troisième sonnerie, mais c'est plus à l'approche de la quatrième sonnerie qu'on commençait à allumer les nérotes. Donc on avait encore du temps entre la troisième sonnerie et la quatrième sonnerie pour allumer les nérotes, même à l'approche vers la fin de la troisième sonnerie, si tu veux, vers la fin du zman de la troisième sonnerie, vers le début, juste avant la quatrième sonnerie, pour allumer les nérotes. Et Shoé Kede Tzliat Dag Katan ou Kede Ladbik Pat Betano, on attendait donc entre la troisième sonnerie et la quatrième, cinquième, sixième qui vont arriver, on attendait le temps de les slots d'Al-Katan, de frire un petit poisson et d'être matbik pas de bétanour. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait vu à la fin du premier Pérec que le pain qu'on était matbik bétanour, on devait le coller, on devait le mettre bien avant la journée, de telle sorte qu'à l'entrée de Shabbat, le pain, il a eu le temps de cramer une petite croûte par-dessus avant l'entrée de Shabbat. Donc, on disait, on laisse le temps aux gens de coller leur petit pain dans leur tanneau. Ah, tu vas me dire, mais ils ont été Mekabel Shabbat juste après en 2 secondes, donc le pain n'a peut-être pas le temps de devenir croustillant, la croûte extérieure. Alors, ils expliquent le Mefarshim qu'en réalité, vu que la 4e, 5e, 6e sonnerie, c'est la Tosefet Shabbat, c'est pas encore le Shabbat Mamash, c'est une Tosefet Shabbat. Dans la Tosefet Shabbat, on tolère ce problème, ce lien-là, que le pain il n'est pas encore cramé. Comme ça, il explique le Magan Avraham, d'après le plus beau Rabbi Akiva Ger, j'ai vérifié. Et comme ça, il explique pour expliquer cette marque. En tout cas, après Vetokea ou Meria Vetokea Veshovet. On faisait une 4e, 5e, 6e sonnerie, Tokea, Meria 5e, Vetokea et 6e, Veshovet, et donc c'est Shabbat. On arrête de faire les melachot. Amar Rabbi Shimon Gamliel, Mana Aselaim Nabablim Shetok'in ou Merin Veshoftim. Mitor Merin. Il dit Rabbi Shimon Gamliel, les Bablim, eux, ils ne font pas comme ça. Eux, dès qu'on faisait la teroua, donc c'est une sonnerie qui est allongée comme la première sonnerie du chauffard. Teroua, c'est te. Ou alors te. D'accord? Ça, c'est teroua. Donc, il te dit, Rabbi Shimon Gamliel, mais en Bavel, eux, ils commençaient Shabbat à la teroua. Donc, ils n'avaient pas 6 sonneries.
Donc il te dit non. Il faut dire qu'en réalité, parce que là, moi, explique tout de suite, Tok'in ou Meri'in, Avoulé ou Khamisha, s'ils sonnent et ils font la trouée et juste après ils font Shabbat, il n'y a que 5 sonneries. Et tu dis dans la braïta qu'il y en avait 6. Et la Tok'in, Vechozrin, Vetok'in, ou Meri'in, Veshoftim, Mitok Merin. En réalité, ils faisaient les deux tkiotes d'affilée. Ils faisaient et donc voilà, ça terminait avec la 6e. Eux, ils faisaient la 3 en dernier. Et ils faisaient le Shabbat. Ils commençaient le Shabbat par la terroir. Alors, moi, elle continue. Bizarre. Ok. La elle continue et elle te dit que Minhag avoten beyadem, et en réalité, ça c'était le Minhag des Babyloniens. Il explique les Mefarshim que c'était un Minhag betaout. C'est un Minhag taout, c'est pas un bon Minhag ça, mais c'est comme ça que c'était leur coutume. En tout cas, on continue la Gemara. Matnela Rav Yehuda les Rav Yitzhak Bere. Donc Yehuda lui enseignait à Rav Yitzhak son fils un petit peu différemment en lui disant que Shnia, la deuxième sonnerie, c'est l'Adli Kataner. Nous, on avait vu que soit la 3e ou soit la 4e sonnerie pour l'allumage des Nérot. Et là, lui, il enseignait à Yehuda, à Rav Yitzhak son fils, que c'était à la 2e qu'on allumait les Nérot. On lui a dit, je ne comprends pas. Keman, Veloki Rabbi Nathan, Veloki Rabbi Yehuda Anassi, c'est ni comme Rabbi Nathan, ni comme Rabbi Yehuda Anassi. Alors, il m'a dit, il faut corriger que la Shlishit l'Adli Kataner. En réalité, lui, il enseignait à son fils que la 3e, on allumait les Nérot. Mais c'est comme qui? Rabbi Nathan. Keman, Rabbi Nathan, comme Rabbi Nathan. Très bien. Là, on va continuer. Tana de Rabbi Ishmael. Shesh Tkiot Tok'in Erev Shabbat. Alors, on faisait 6 sonneries Erev Shabbat. Donc, on a dit Itchilit Koat Tkia Rishona, première Tkia. Donc là, Braïta, elle nous présente les choses un petit peu différemment. La première Tkia, c'était quoi? Ceux qui étaient dans les champs arrêtaient de travailler. Ils arrêtaient de la hador, donc de ramasser les fruits, d'être choresh, de labourer, et de faire tous les malachot qui sont en rapport avec le champ. Et donc, quand il y avait des champs qui étaient plus lointains et des champs qui étaient plus proches, ceux qui étaient proches devaient attendre que les lointains arrivent pour qu'ils rentrent tous en même temps. Comme ce que l'Agma te dit, comme ce que l'Agma va dire, c'est Rachid qui le dit, c'est pour ne pas qu'on soupçonne les gens qui rentrent en dernier, qu'ils n'ont pas obéi à la sonnerie et qu'ils ont continué à travailler, c'est pour ça qu'ils ont tardé. En réalité, donc c'est pour ça que tout le monde fait attention de rentrer en même temps. L'Agma te dit, ça c'est la première sonnerie. Donc, première sonnerie, ils arrêtaient de travailler, ils se rassemblaient tous jusqu'à ce que ceux qui étaient dans les champs qui étaient loin et dans les champs qui étaient proches soient ensemble et ils rentraient tous en ville en même temps. Alors, l'Agma, elle continue, elle nous dit que Ve'adain Chanoyot Ptuchot, les Chanoyot étaient encore ouverts, Ve'trisin Munachim, et les trisim, c'est quoi les trisim? C'est dans les fenêtres, donc les fenêtres, elles étaient avec des volets qui s'ouvraient et donc sur lesquels on déposait la marchandise. Donc ça, c'est les trisim. Donc ces trisim, les stands. Et quoi? C'est des stands. Exactement, les stands. Donc les stands, ils étaient encore ouverts. Et donc, il y avait encore les chanouyot qui étaient ouverts, les trisim qui étaient posés. Ils trient les trois tkiachnia, dès qu'ils ont fait la deuxième sonnerie. Alors, nistalku trisim, ninalo chanouyot, on fermait tout. Ve'adain chamin munachin al gabe kira. Et l'eau chaude était encore posée sur le four, alors que normalement, c'est que si jamais c'est pas complètement cuit ou si jamais le four n'est pas garou vekatoum, comme on verra dans le début du prochain pérec, de rattacher, on part sur de demain, et normalement, il ne faut pas que ce soit posé sur le feu si jamais le truc n'est pas encore posé. Donc, l'eau chaude a été encore posée, ça veut dire qu'on n'a pas encore fait rentrer Shabbat. Il trie quoi tkia shlishi, dès qu'on voulait la troisième tkia, silek amesalek, celui qui voulait enlever son plat pour le manger le soir, c'est-à-dire quand c'est pour manger le soir, il allait rester chaud jusqu'à la tombée de la nuit, jusqu'au moment où il allait se faire la séouda. Donc il avait pas besoin de mettre dans une couverture, de lui faire une atmana. Donc silek amesalek, c'est-à-dire qu'il enlevait du feu. Le amesalek, celui qui voulait juste enlever, ça veut dire le repas qu'il va manger pour le soir. Et itmina matmin, c'est pour, il faisait atmana et il mettait dans une couverture le plat qu'il allait manger le lendemain matin. Et après, celui qui devait allumer les nérotes, on allumait les nérotes. Et donc après l'allumage des nérotes, on attendait encore un petit laps de temps, le temps de griller le dernier petit poisson pour l'entrée de Shabbat, ou pour coller le pain dans le tableau.
Tokea Meria ou Tokea Veshovet. Et on faisait la dernière Tekia, Tekia Meria ou Tekia, donc c'est les trois dernières sonneries, donc la quatrième, cinquième, sixième, et donc Veshovet, et donc ça commençait le Shabbat. Nous dit la Gemara, Rabbi Yossi bar Khalina, Shamati, j'ai entendu, nous dit Rabbi Yossi bar Khalina, que celui, même si on a dit que, d'après tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, que c'était à la troisième sonnerie qu'on enlevait les gderot et qu'on allumait les nerot, mais il nous dit que Shamati, Sheim Baladlik, Achar, Shesh Triot Madlik, que s'il veut allumer encore après les 6 sonneries, il peut encore allumer encore un tout petit laps de temps. Sharin Natnu Chachamim Shiur, la Chazan Aknefet, Leodik Shofaro Lebeto. Parce que les Chachamim, ils ont donné le temps au Chazan Aknefet, qui était celui qui montait là-bas sur la grande terrasse, sur la montagne là-bas pour sonner pour tout le monde. On lui laissait le temps de rentrer chez lui pour déposer son chauffard. Alors, on dit non, pas du tout. C'est quoi cette histoire-là? Si vraiment tu commences à rentrer dans ces détails-là, bah, tu donnes tes paroles à des mesures. C'est-à-dire, imagine-toi, le Khazan, il habite à l'autre bout de la ville, tu vas donner 10 minutes. S'il habite juste en bas, tu vas donner 2 minutes. On ne sait pas. Alors, c'est quoi le. Bah, dès qu'il n'y a pas cette chose-là. En réalité, ce qu'ils ont fait les Kharamim, c'est qu'à l'endroit où il sonnait, il y avait une petite cachette. Et là-bas, ils cachaient le chauffard et ils le laissaient là-bas. Ils le récupéraient peut-être après Shabbat. Et là, Makom Tsanouma Yeshua Khazan Aknefet de Rosh Gabo, chez Shamaniar Shofaro. C'était là-bas où il déposait le chauffard. Les fichiers El Metatil, l'Oreta Chauffard, de l'Oreta Khatsrotsrot. On n'avait pas le droit de déplacer ni le chauffard, ni les Khatsrotsrot, ni les trompettes non plus. On n'avait pas le droit de les déplacer. Alors voilà, là, juste Beatania, on va s'arrêter là. Parce que après, on va avoir plusieurs brightots sur le chauffard et sur la Khatsrotsrot, lesquels sont mouxés, lesquels ne sont pas mouxés. Parce que là, moi, nous a dit ici, pour l'instant, on a vu un premier avis qui dit que El Metal Telil no est un chauffard veut qu'on n'a pas le droit de déplacer. C'est que aussi bien le chauffard que la trompette sont mouxés. Donc tu ne peux pas les déplacer du tout. On va voir qu'il y a des broyettes qui ont l'air de dire l'inverse, soit pour le chauffard, soit pour la trompette. Donc on verra.